Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler un petit peu, mais dans le cadre d'une analyse, surtout pas dans le cadre d'une chronique, on va parler de Libye, Yémen, vite fait, Syrie, vite fait, Barkhane, Mali. Vous allez voir, il y a un lien. Il y a un lien politique et je vous montrerai deux exemples même. Comment dire ça? Voilà, souvent lorsque on te montre quelque chose, une image, et on te met un texte, le texte il peut raconter n'importe quoi, tu vas écouter le texte et tu vas transformer l'image de manière à ce qu'elle soit en adéquation avec le texte. Si, c'est un peu ça la presse. Tu prends un article, tu le confrontes aux faits, tu t'aperçois que l'article il raconte n'importe quoi par rapport aux faits. Ben là, on va le voir avec Barkhane et les différents articles de presse qui racontent n'importe quoi, et avec, comment dire ça, les clés du Moyen-Orient. Encore un énième site, je ne sais même pas par qui il est détenu. Et on va te montrer un exemple même de foutage de gueule. Ça s'appelle l'esprit critique. L'esprit critique, c'est pas d'écouter une vidéo de quelqu'un, tout prendre et aller ensuite. Ah ben il a raison. Non, c'est pas comme ça. C'est qu'est-ce qu'il me raconte. Quels sont les faits. Regarde, c'est simple. Si t'enlèves tout, à la fin, il reste quoi? Il reste le réel. Le réel, c'est les faits. Il est constitué des faits, des gens qui font ces faits, qui agissent. Donc quand les faits, c'est la base, hein. Je te le dis pour toi, hein. Tu fais ce que tu veux après. C'est la base. Lorsque les faits ne coïncident pas avec le récit, c'est pas le récit qui a raison. Ce sont les faits. C'est pour ça que des fois, il est important de couper le son et de regarder que les images. Tu verras qu'il y a inadéquation. Et là, je vais te le montrer avec article et fait, dissonance cognitive. On commence par quoi? Alors attends. On va commencer par le Mali. Le Mali, c'est 2010, 2011. 2011, c'est la Libye. La Libye qui va être la mère de tous les maux qu'il y a actuellement en Afrique du Nord. Et lorsque je parle d'Afrique du Nord, ça démarre de l'Algérie jusqu'au fond du Sahel. Donc on va descendre, on va même descendre plus bas que l'Afrique du Nord, on va descendre jusqu'au niveau du Cameroun, puisque dans la région du lac Tchad, région qui est commune au Niger, il me semble, au Nigeria, au Tchad et au Cameroun, agit Boko Haram, qui a démarré il y a quelques années, en 2009 au Nigeria, et qui petit à petit là est en train de faire la jonction avec ce qui se passe. Le bazar qui a été mis en œuvre, je dis bien mis en œuvre, avec ce qui s'est passé en Libye. Ce qui est paradoxal en Libye, tu vois la carte là, tu vois la carte à différents moments. Vous allez voir que c'est intéressant, même sur un plan tactique, c'est intéressant, parce que ce qui arrive là, on aurait pu le prévoir. Et c'était déjà prévu. Non, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en Libye, alors, avant, il y avait Kadhafi. C'était un gros méchant dans les années 80, mais tout le monde disait il faut le laisser, c'est un verrou. C'est comme l'Algérie, c'est comme le Maroc, c'est comme la Tunisie, c'est des verrous à l'émigration. Sinon, on va avoir des flots de réfugiés en Europe. C'était un verrou utile. Il stabilisait une région, il avait une armée, il évitait qu'il y ait trop de trafiquants, il évitait qu'il y ait des islamistes qui, bizarrement, ils arrivent toujours quand ça arrange l'OTAN, les islamistes. C'est ça qui est fou. Ils sont arrivés en même temps que les révolutions colorées. Et voilà. Je te la fais vite. En Libye, on a enlevé un type qui, jusque-là, était super utile à l'Europe. Pourquoi on l'a enlevé? Pour aboutir à un truc, donc une zone de non-droit, des stocks d'armes pillés, des djihadistes qui arrivent et il y a de l'armement, il n'y a plus aucune autorité, ça circule, chacun circule comme il veut, chacun monte sa petite compagnie, c'est pas la septième compagnie là, ou alors c'est plutôt la septième compagnie des égorgeurs. Tout ceci a contribué ensuite au cancer djihadiste qui a essaimé un petit peu partout, dans le Sahel, et qui est en train de faire sa jonction avec Boko Haram, qui est en train de faire sa jonction avec, on va dire, le golfe de Guinée. Mais tu sais, si tu suis, je te dis, c'est la double virgule Nike. C'est tu remontes Cameroun, Tchad, tu vas à gauche Mauritanie, Mali, Niger. Tout ceci est affecté par la Libye. Et si tu vas plus loin, tu fais l'autre virgule Nike, Liban, Syrie, Irak. C'est un autre type de virgule. Là, le cancer djihadiste s'essaye, mais c'est plutôt la virgule chiite. On a enlevé un type, je sais que tu sais, mais c'est une introduction. On a enlevé un type pour combattre les maux dont il nous préservait. Donc question, ça c'est une réalité, ça je ne l'invente pas, c'est pas moi qui le dis. Question, c'est pourquoi ils ont fait ça. Est-ce que la politique prônée par Sarkozy, Hollande et compagnie était une politique qui était bonne pour l'Europe? Non. Bonne pour la France? Non. Elle était bonne pour qui? Pour les frères musulmans et l'OTAN qui sèment le chaos partout pour installer ensuite un nouvel ordre mondial.
C'est une hypothèse. Encore une fois, on va jouer le sgégétique. C'est une hypothèse. Excuse-moi. Quand t'as un mec qui dit que c'est ton pote, il est chez toi, il se met à tout casser, il tape sur ta femme, en te disant je suis ton pote, non, mais moi je suis ton pote. C'est pas le discours qu'il faut écouter, c'est les faits. Là, c'est pareil. Ces gens-là, quand même, des comptes à rendre. Ils sont allés éliminer un type, d'un coup, ça se met à chauffer au Mali, et d'un coup, ces mêmes types disent aux Français, écoutez, on va claquer 600 millions par an pour aller combattre les djihadistes parce qu'ils sont aux portes de l'Europe. Bah ouais, c'est vous qui les avez installés. Sans compter, mais là, ça va être complotiste, les dizaines, les centaines de témoignages de gens qui ont vu arriver des cargos émiratis avec des djihadistes tout frais, tout équipés. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec la Turquie. La Turquie ramène des djihadistes syriens qui s'en cachent pas. Ils ont le drapeau. Bah, ils mettent pas le drapeau de Daesh, mais ils mettent un autre drapeau pareil, tu sais, avec des sabres, des couteaux, je sais quoi. Ils ont mis tout l'argenterie sur un drapeau. Non, mais c'est vrai quand même. Faut se calmer un peu. Et ça encore, c'est un fait. Il suffit de les regarder. Je veux dire, ce sont les mêmes qui disent on est aux portes de l'Europe. Le truc, il est quand même fou aussi, c'est d'avoir enlevé Kadhafi, d'avoir fait le boulot, enfin le sale boulot en Libye, en Syrie, d'avoir claqué beaucoup d'argent, même s'il y a de l'argent saoudien, et à la fin, tu vois qui? Les Turcs, les Émiratis, les Russes en Libye qui vont commencer à avoir des contrats. Même sur un plan colonial, allez, même sur un plan colonial, c'est n'importe quoi, ça profite pas. Qui c'est qui est détesté en Afrique du Nord en ce moment? C'est l'armée française. Au Mali, en Libye. Et qui c'est qui fait la guerre? C'est la Turquie. La Turquie qui se comporte, on parle des Israéliens, des Américains, des puissances coloniales, la Turquie qui se comporte pareil. Les faits te montrent que la Turquie fait la guerre aux Arabes en ce moment. Et elle se comporte comme une ancienne puissance coloniale. C'est un non, mais ce qu'on peut dire sur Israël ou la France, on peut aussi le dire sur la Turquie, c'est une réalité. Ah, j'avais un lien avec eux il y a 2000 ans, j'y vais. Ce que vous voyez sur la carte, c'est quand même une sacrée inversion, parce qu'Haftar est un bras cassé. Mais j'aimerais d'abord parler du Mali. Le Mali, on a vu arriver petit à petit le djihadisme, hein, des attentats un petit peu partout, exogènes d'abord, puis de plus en plus le djihadisme, donc financé par les amis à Macron, c'est ça qui est fou. On va combattre des gens qui sont financés par des types à qui tu vends des armes et qui te donnent de l'argent. Ça, c'est un fait aussi. Il suffit de regarder. Le financement du terrorisme, les réseaux, il suffit d'aller voir un petit peu les annales en source blanche de la DGSE, de tous les services de renseignement, de tous les services qui comptent, des services de police. On dit clairement que le terrorisme mondial, au départ, il y a des liens acquis et certains, notamment des liens financiers mais autres, avec les Saoudiens, les Qataris. Après, ils peuvent utiliser tous les proxys qu'ils veulent. Ça, c'est une réalité. Or, Saoudiens et Qataris, on leur vend des armes. Je rappelle qu'on met des embargos contre des pays alors que ces pays ont besoin d'armes pour se défendre. Par contre, les Saoudiens, il faut vendre des armes. Je fais une petite digression. Il faut vendre des armes. Bien sûr qu'il faut vendre des armes. On n'est pas là pour faire la morale. Le problème, c'est que tu as des gens, ils font la morale d'un côté, et puis de l'autre côté, ils font les pires saloperies avec d'autres salauds. On va parler droits de l'homme à l'Égypte. Macron vient d'aller parler droits de l'homme à l'Égypte. Il a gonflé les Égyptiens. Les Égyptiens lui ont dit: tu veux jouer aux droits de l'homme avec nous, les borgneurs? Bah, c'est très simple, gars. On va aller acheter aux Italiens. Et là, il y a une super commande avec des Eurofighters, des frames italiennes. Ah ouais, bah ouais. Alors qu'il faut vendre à l'Égypte. Ceux à qui il ne faut pas vendre, c'est les salauds qui sont derrière les djihadistes qui ont causé le Bataclan. Elle est trouble, la politique française en avant. Au Mali, un attentat, 2011, des problèmes. Et puis il y avait déjà des problèmes dans ces endroits, dans le Sahel, au Mali. Il y a des problèmes ethniques entre les Touaregs d'un côté on va dire, les Maliens de souche. Ça ne va rien dire du tout. Et les Maliens de l'autre. Mais même entre Maliens, entre Peul et Dogon, entre Peul et Bambara, chasseurs d'oiseaux. Il y a des massacres. Et je t'attaque ton village et je te tue 100 personnes. Voilà, il y a ça. Il y a les trafiquants qui sont là depuis j'allais dire des millénaires, depuis des siècles. Ils ont juste à changer, tu vois. Ils ont troqué le chameau pour le pick-up Toyota. Il y a une configuration. Ce sont des petits pays totalement désorganisés, sans structure. C'est pas une honte, hein, c'est pas une insulte que de dire ça, mais voilà, excuse-moi, le Mali est connu pour sa désorganisation, son absence de structure, la corruption des quelques élites qu'il a, je suis désolé de le dire, et une armée qui tape plus sur la population qui la raquette qu'elle ne combat. Et on le voit depuis 2011. L'armée malienne, je suis désolé, excuse-moi, c'est une rigolade. Quand tu entends des militaires français te dire que les plus durs tiennent 30 minutes avant de s'enfuir, c'est leur force spéciale, voilà. Si, mais ça fait partie de ce dont je vais te parler. À partir de 2012, il y a une guerre au Mali.
Les Touaregs remettent ça. Mais les Touaregs, c'est pas les gros méchants. C'est que systématiquement, le gouvernement malien, les Touaregs ne veulent pas, veulent avoir une zone dans laquelle ils peuvent circuler sans qu'on leur casse les bonbons. Ils ont toujours fait ça. C'est aussi leur culture. Et c'est la cinquième rébellion contre le Mali, puisque le Mali signe des accords avec les Touaregs et essaye de les brimer ensuite, mais il n'y arrive pas, il n'est pas assez fort. Et en tempant, à l'Algérie, qui organise des accords, mais tous les. Voilà, les gars violent les accords systématiquement. Donc les Touaregs tentent, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, mais bon, tentent leur cinquième rébellion. Mais là, le contexte a changé depuis. Alors attends, on va te mettre un peu du Barkhane. Le contexte a changé un petit peu. C'est que là, il y a de plus en plus de djihadistes qui arrivent, qui s'installent, financés par l'argent du Moyen-Orient. Tu vois arriver les djihadistes algériens, tu vois arriver MBM, tu vois arriver Drogdel, qui est mort le 3 juin, là, soi-disant, hein, qui aurait été abattu par les troupes françaises dans le Liptako, je crois, hein, c'est la zone des trois frontières. Mais il y a des tests ADN encore qui doivent être faits, parce que très souvent, on annonce la mort de chefs djihadistes. C'est encore moyenâgeux, hein. C'est des types qui arrivent, ils ont de l'argent, ils embauchent des types, ils embauchent des locaux, ils se marient avec les nanas locales, ils s'incrustent, ils se mélangent, ils se fondent dans la population. Et puis petit à petit, il y a une génération spontanée, enfin spontanée, de djihadistes locaux qui apparaît. Et donc en 2012, on voit l'union des djihadistes et des Touaregs. Les djihadistes pensant que les Touaregs allaient les aider à récupérer leur territoire, l'Azawad, la grande zone. Ça inquiète tout le monde parce qu'il y a des Touaregs, il y en a partout, au Niger, en Algérie, partout, et personne n'a envie de voir une partie de son pays démembrée. Ça a été un problème, et c'est encore un problème, le problème des Touaregs. On voit donc l'union des djihadistes avec en sardine, ouais, non, ridicule, en sardine, ouais. Bah ouais, ils sont à 15 sur un pick-up, on dirait des sardines. En janvier 2012, et le MLNA, indépendantiste, représentant les Touaregs. C'est la cinquième rébellion Touareg contre le Mali. Puis après, on commence à voir arriver ACMI, Mujao, enfin bon, tous les acronymes de ces groupes qui apparaissent, qui disparaissent, qui font allégeance, hein, bon, mais dont les liens, au bout d'un moment, tu sais, quand tu remontes, au bout d'un moment, tu as une zone, une boîte noire, quoi. Voilà, ça s'arrête là. Après, tu sais plus trop qui les gère, qui comment. En tout cas, ils ont beaucoup d'argent, ils sont puissamment armés, ils sont entraînés, et c'est pas l'armée du Mali ou du Niger qui va s'opposer à eux. Pour des raisons légitimes, ils seraient contre l'armée luxembourgeoise, que ça serait pareil. Les mecs, ils sont bien équipés. On a vu en Syrie, les mecs étaient plus forts que l'armée syrienne, qui était à ce moment-là sous-équipée. On a une série de victoires au nord, la prise de Ménaka, de Thessalite. Au sud, bon, bah, à la malienne, hein. Si ça va pas, on va essayer de faire en sorte que ça aille encore moins. Coup d'État. Un caporal qui fait un coup d'État. Ah, d'après ce qu'on me dit, il aurait bien été aidé par les services français. Bref, coup d'État, ça se tire dessus entre eux, alors qu'il fallait aller se battre au nord. Entre les bérets verts et les bérets rouges. Mais bon, c'est pas les bérets verts américains, hein. Ça amenuise, au contraire, ça amenuise l'effort de guerre qui est fait au nord. Et on parle du nord, mais petit à petit, l'alliance djihadiste Touareg est au centre. Kidal, Tombouctou, Gao tombe. Là, tu as une carte, là, tu peux voir un petit peu. Voilà comment est le Mali, hein. On voit clairement deux zones, on dirait. On dirait deux triangles, en fait, dont les bouts se touchent, dont les pointes se touchent. Euh, Et tout de suite, et c'est là où les Touaregs ont vu que, bon, bref, ils se sont peut-être un peu loupés, bah, les djihadistes virent les Touaregs. Le MLNA, il se fait dégager. D'abord par les gens dans Sardine, qui le virent de certaines villes. Hein, la fin de l'alliance, elle a duré 6 mois, hein. En Sardine, les chasses de Gao, le Mujao et Akmi, les chasses de Tombouctou. En novembre 2012, le MLNA perd ce qui lui restait de ville, c'est-à-dire Menaka. C'est les djihadistes qui mènent la danse. Et en janvier 2013, les djihadistes qui se sont servis, hein, c'est toujours pareil, hein, ils arrivent en espérant t'arnaquer. Et les Américains les utilisent en espérant et en les arnaquant à la fin. C'est toujours comme ça, de toute façon, ces groupes, hein. Ils n'ont pas compris. Ils te disent, ouais, non, mais laisse, t'inquiète, t'inquiète. On est avec les Américains, mais c'est pour faire notre plan. Non, mais ton plan à la con, là, ton plan de maternelle, là, les Américains se servent de toi et à la fin, ils t'exterminent, hein. C'est ce qu'ils ont fait en Libye, hein. Ils ont installé des djihadistes, puis après, ils te font croire, des frères musulmans, et puis maintenant ils te font croire qu'il faut les combattre et qu'il faut se mettre derrière Haftar, alors qu'Haftar en a plein. Bref, ils se foutent vraiment de notre gueule. Il suffit de lire même la presse grand public pour voir que les gars te racontent des conneries par rapport à ce qu'ils font. Donc à un moment donné, arrête de me raconter des conneries. Janvier 2013, les djihadistes ils disent allez hop,
on va descendre vers le sud. En fait, ils descendent vers le centre. Et là, la France rentre en guerre. Ah, le Mali est aux abois. Le nouveau putschiste qui s'est installé. Ah, je suis désolé, on va l'appeler comme ça, hein. Et après, il y a IBK qui arrive. IBK, Ibrahim Keïta, qui est le président actuel d'ailleurs, qui arrivera aux élections d'après en 2013. Bref, la France entre en guerre. Opération Serval. Eh ouais, mais il fallait un cerveau pour l'opération Serval. Alors attends, l'opération Serval. Écoute, voilà, c'est. T'as la carte, tu te fais une idée. Je te rappelle que c'est une petite analyse. Tout de suite, les djihadistes sont repoussés. C'est la phase 1, hein. C'est tout de suite assaut, avion, boum, badaboum, les djihadistes en face avec leur pick-up, leur truc. Bon, ils peuvent pas tenir face à l'armée française parce que c'est essentiellement l'armée française qui se bat. Alors première question. Ouais, je sais, je suis désolé, hein, de mettre les pieds dans le plat, hein, si tu es malien, mais je me pose une question. C'est toujours, tu vois toujours des gens. Non, non, mais la vérité elle est là. Tu vois toujours des gens jouer habiter un pays et parler du pays de leurs parents en disant que c'est le sien, le défendre, la patrie, tout ça. Et il y a 120 000 Maliens quand même en France. Beaucoup qui n'ont rien à faire. Là, t'es pas patriote pour descendre te battre pour ton pays, puisque tu passes ton temps. Pour moi, t'es franco-malien, mais bon, bref, toi, tu t'estimes malien. Mais pourquoi tu descends pas combattre? C'est quand même paradoxal. Je suis désolé de parler comme ça, mais on se dit les choses franchement, hein. Tu peux me répondre. Mais en Afrique, il y a un problème, certes, de présence étrangère, mais tu la demandes et ensuite, comment dire, tu peux pas dire aux troupes françaises, barrez-vous, vous êtes des coloniaux, tout ça, et puis toi, tu es là en France et tu vas pas combattre pour ton pays, parce qu'à la limite, ce qu'il faudrait, c'est enlever tous les gens qui sont dans l'opération Barkhane et mettre des Maliens, hein. Non, parce que là, je te rappelle, gars, que la MINUSMA, c'est des Tchadiens, c'est des Algériens, c'est toute l'Afrique qui combat au Mali pour sécuriser, quelle que soit la magouille politique au-dessus. Et toi, tu es là, je te vois à Montreuil, tu fais le beau, tu consommes et tu critiques Babylone après. C'est un peu faux cul. En fait, tu es comme un gosse, quoi. Tu es pareil, tu dis des trucs, mais tu fais l'inverse. Tous ces gens qui se prévalent de leur pays d'origine plus que de leur pays d'accueil, qui est leur vrai pays, en vrai. Et puis, par contre, quand ça chauffe là-bas, il n'y a plus personne. C'est un peu une attitude, hein, pour pas dire hypocrite, c'est une attitude quand même un petit peu ambiguë, non? Tu veux pas de la présence française là-bas, mais s'il n'y avait pas eu la présence française en janvier 2013, il n'y avait plus de Mali. Fini le Mali. Il faut savoir. Tu veux ou tu veux pas? Je le dis parce que si les hommes politiques français magouillent avec le nouvel ordre mondial, l'armée française qui est là-bas, elle croit sincèrement qu'elle est en train d'aider les Maliens. Il faut comprendre ça. Les gens qui sont là-bas. Et c'est ça qui est cynique chez nos hommes politiques. Ils bossent avec MBS, ils bossent avec ceux qui financent le terrorisme et ils envoient des Français mourir pour combattre ce terrorisme. Les djihadistes sont repoussés, donc vite fait, bien fait, ils vont adopter la phase 2, hein, ils vont rentrer en phase 2. Ça sert à rien de faire des confrontations sur terrain plat et puis d'essayer tu te fais bananer, hein, en 2 jours, il n'y a plus rien. T'as beau être courageux, en face, il y a des avions, il y a des chars, il y a de tout, il y a des bateaux, il y a des Goldorak et tout. Donc l'armée française est plus forte. Et en général, quand tu es militaire et tu as affaire à une force supérieure à la tienne, ne serait-ce que technologiquement et même sur tous les plans de toute façon. Ouais, il y a la Légion, il y a tout là-bas, hein. Je veux dire, ils savent se battre aussi en rustique. Euh, Tu te caches, tu rentres en phase guérilla, tu éclates tes compagnies, tu les disperses, tu te fonds dans le paysage et tu attends les jours meilleurs. Et en attendant, tu te restructures, tu planques tes armes, tu mets des caches et t'attends. Et ensuite, normalement, la phase intermédiaire, c'est IED, attentat en ville, et puis après, on va attaquer les points faibles, c'est-à-dire l'armée malienne, les troupes de l'ONU, la MINUSMA, tout ça qui va se mettre en place. Et on va surtout éviter les légionnaires français, les paras-français, parce que là, malheureusement, c'est à chaque contact, tu manges chaud, quoi. C'est du 25 morts contre 0 mort ou un blessé de temps en temps. Ça, c'est la phase qui suit. Les djihadistes qui sont conseillés, mais pas trop, bah, ils vont s'organiser, ils vont aller se cacher dans la drare du tir gargare. Genre le dernier bunker, un adrar, un massif montagneux, en fait, c'est l'adrar des Ifoga. Ben, bah, c'est stupide, hein. Si on te localise là-bas, on va venir et on va donner le siège. Donc quel est l'intérêt de faire ça militairement? Là encore une fois, je m'interroge. Normalement, il aurait fallu vite faire la phase, je suis éclaté. Bon, en même temps, ce qu'il faut dire, c'est que les frontières sont tellement ouvertes et bah, c'est le chaos dans le sud libyen, c'est le chaos partout, merci Sarkozy et ceux qui ont installé ça, que beaucoup de djihadistes aussi s'en vont. Ils rentrent, ils agissent et ils partent.
Tu vas voir que l'opération Serval limitée au Mali ou l'opération Barkhane qui va prendre la relève et qui va prétendre vouloir contrôler un territoire aussi grand que l'Europe, euh, c'est déjà foutu. Mais non, mais t'es en train d'écoper des gouttes alors que le robinet il est à 50 mètres chez le voisin et il balance de l'eau. Tu comprends l'image? Ah, très vite, cet adrar tir-gargare, il est réduit. Il est réduit par des troupes franco-canadiennes. Voilà, phase 2. On se disperse, on se cache. IED, guérilla, harcèlement. Et on harcèle l'adversaire. Le but de l'harcèlement, c'est de le piquer là où il n'a pas de protection, là où il y a ses points faibles, comme un moustique. Tu harcèles, tu piques. C'est JAP qui a modernisé les techniques de harcèlement qui sont connues. La guérilla vient de la guerre d'Espagne, c'est les Espagnols qui l'ont créée. Les Marocains comme Abdelkrim l'ont monté au pinacle, le FLN, algérien et JAP surtout. Les Vietnamiens qui ont inspiré beaucoup de gens parce qu'ils l'ont modernisé à l'ère du temps. Et on a à nouveau à côté, et c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il n'y a pas que des djihadistes contre des gentils Maliens. Il y a des Maliens qui se battent entre eux. Il y a les Maliens qui se battent avec les rebelles Touareg en mai 2014. Coordination des mouvements de l'Azawad. Les Maliens se battent. Bon, régulièrement, en général, quand c'est un combat malien, malien-touareg, ils se tournent vers l'Algérie. Il y a les accords d'Alger le 15 mai et le 20 juin 2015 qui apportaient une stabilisation. L'Algérie qui a toujours essayé de stabiliser la région, qui faisait partie des puissances régionales. C'est bizarre, ces accords, ils ont été contournés, ils ont été fracassés parce qu'on n'a pas intérêt. L'objectif, ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'à travers cette masse de gens et d'informations, il y a des gens, il y a des petits malins qui veulent qu'il y ait un chaos continu en Afrique du Nord pour cerner l'Algérie et faire sauter les derniers verrous pour qu'ensuite l'Europe soit envahie. Si tu ne comprends pas ça, tu écoutes la doxa, eh ben écoute la doxa, mais les faits le montrent. Là, ils cernent l'Algérie par le sud, après l'avoir cerné par l'est, la Libye, sachant que les relations algéro-marocaines sont pas super non plus, et l'Algérie est quasiment cernée. Et le but, c'est de faire tomber l'Algérie comme on a fait tomber la Libye. C'est pas moi, c'est le fameux général qui te sort le document. En 7 ans, il faut qu'on fasse tomber tant de pays. C'est pas moi qui. Ça, voilà. Tout ce que je dis là se vérifie. Tu fais l'effort, tu cliques, Google, tu vas voir les généraux, tu vas voir Stratford, tu vas voir toutes les déclarations de ces 10 dernières années. Tu vois qu'eux, ils s'en cachent pas. Ils font les trucs. L'Algérie fait partie des pays fait partie des verrous qu'on veut faire tomber. Pourquoi on veut faire tomber les verrous de l'Europe, les cadenas de l'Europe? Là, c'est comme voilà, imagine l'Europe, c'est un manoir, et puis autour, tu as une propriété. Bah, c'est ces pays-là, avec au bout des grilles, cadenas, tout ça, c'est eux. C'est le parc autour du manoir. Pour te donner une vision géographique, il n'y a pas de hiérarchisation. Tu comprends ce que je veux dire? Les djihadistes, donc, poursuivent leurs accords. Eux, ils s'en foutent des accords d'Alger. Violence ethnique, violation d'accords. Là, par contre, tout le monde viole les accords. Les trafiquants s'en donnent à cœur joie. C'est la partouze. Tu sais même plus qui fait quoi là-bas. Tu as des djihadistes, des demi-djihadistes, des djihadistes mariés avec la fille d'un trafiquant, des trafiquants qui trafiquent plus, des trafiquants qui trafiquent qui font de la politique, des trafiquants qui bossent pour les services. Eh oui, des djihadistes étrangers, des djihadistes locaux, des militaires français, l'armée malienne, on dirait bon, je pense que même l'armée du salut à Marseille est plus forte. C'est n'importe quoi. Tout au long, là, ces années, on a en 2017 les Dozo contre les Peuls, en 2018 des massacres, mais des massacres 30 personnes, 100 personnes, 50 personnes. C'est les Dogons contre les Peuls, c'est les éleveurs contre les chasseurs. L'armée malienne elle-même est soupçonnée d'exactions. C'est une armée qui fait plus peur à sa population qu'autre chose. On en arrive à 2020, je vais revenir à Barkhane. On en arrive à 2020 où Ibeka, là, en ce moment, il veut négocier avec le GSIM, hein, groupe djihadiste, dont le chef a été abattu il y a quelques jours. C'est marrant, hein. Début janvier, le président du Mali se dit on va peut-être négocier avec les djihadistes étrangers. Le régime de Macron, je vais l'appeler comme ça, dit ouais, ok, faites ce que vous voulez. Mais eux, ils poursuivent les opérations et d'un coup, on tue le chef de ce groupement qui est censé négocier avec le président malien. C'est comme si on ne voulait pas qu'il y ait de négociation. Yad Ag-Ghali, le représentant des Touaregs, lui, il veut en être, mais il veut le départ de l'armée française, de la MINUSMA. Ce qui est marrant, c'est que l'armée française, au bout d'un an d'aide, dès 2013, tu as une partie de la population malienne, chauffée par les Russes, qui s'installent. Et ouais, eux, ils sont malins, ils te laissent faire le boulot. Nous, on fait le boulot, ils s'installent. Qui demandent le départ
de l'armée française, et qui dit clairement, c'est pas moi, hein, c'est beaucoup de Maliens, et je pense pas que ces gens soient très très loin de la vérité, te disent le djihadisme a été apporté par les Européens pour pouvoir s'installer au Mali. Bon, moi je dirais le djihadisme a été apporté par le nouvel ordre mondial pour pouvoir s'installer au Sahel. Mais c'est à peu près pareil. Pour casser des verrous, pour s'installer là où il faut pas. Voilà, c'est moi je le vois comme ça. Alors ensuite, avec les djihadistes métastases. Bah ensuite, on en est là, pour l'instant. Et c'est là où moi j'interviens. Puisque après Serval, et depuis 3 ans, tu peux regarder sur OPEX, tu peux regarder où tu veux, t'as des, comment dire ça, t'as des super communiqués où on t'annonce avoir exterminé la moitié des djihadistes de la Terre. Enfin voilà, si tu les écoutes, ces gens-là, euh, les communiqués militaires français, tu te dis c'est fini. Le problème c'est que ça fait 7 ans qu'il y a des troupes françaises. Ça a commencé par l'opération Serval, je suis en train de chercher mes notes. On nous avait dit il y en a pour 6 mois. Bah, oui, il y en a pour 6 mois pour combattre le djihadisme qui est à nos portes. Ouais, on le sait, c'est vous qui l'avez installé en Libye, le djihadisme. Serval est en urgence, donc Serval est installé en 2013. Hollande nous dit il y en a pour quelques temps. Non, c'est pas vrai. Il y en a pas, il y en a pour 6 mois, on nous avait dit. Non seulement Serval est resté plus d'1 an, mais ensuite il a été remplacé par une autre opération. Donc là, encore une fois, le type te dit aux Français, on intervient là-bas parce que si le Mali tombe, Paris va tomber, Montreuil va tomber. Ouais, mais c'est vous les djihadistes. Première chose. On n'y sera pas longtemps, mais il faut y être. On y sera 6 mois. Non, tu mens. Ça fait 7 ans. Et personne ne croyait qu'en 6 mois, tu allais résoudre une situation qui ne peut pas être gagnée militairement. C'est une bataille politique. Et puis en plus, voilà, je te dis, les traîtres dirigent. Tu bosses pour le nouvel ordre mondial, tu installes le chaos, tu le sais pertinemment, François Hollande. C'est une politique voulue, on te demande, il y a un agenda, et tu as intérêt à l'exécuter sinon tu tombes, comme Silvio Berlusconi qui voulait pas de la guerre en Libye et 3 4 mois après on l'a fait tomber. Tu sais parfaitement que non. Je sais pas, un président qui te dit il y en a pour 6 mois qui t'engage dans une guerre à la con qu'il a fait lui-même, dont enfin bon, tout est trouble. Et au bout de 6 mois, au bout d'un an, en fait, tes troupes sont encore là-bas, mais ils changent juste le nom de l'opération pour faire croire que l'opération a duré 6 mois. C'est se foutre de la gueule du monde. Tu vois la différence entre le récit et la réalité? Il suffit juste d'avoir 4 neurones pour dire il me prend pour un con. T'as changé le nom de l'opération. Mais pire, vous allez le voir. Le 1er août 2014, opération Barkhane, il faudrait tuer je rigole, hein, mais il faudrait torturer au moins, et là je rigole pas, le type qui donne les noms d'opérations à l'armée française. Daguet, Serval, Barkhane, Zboubman. Non, mais c'est quoi c'est non. Sirocco, opération Harmattan, je t'en foutrais, moi, de l'Harmattan. Barkhane démarre le 1er août 2014, on y est encore en 2020. 600 millions d'euros. Ça en aurait fait des masques, ça, et des respirateurs. Hein. 600 millions d'euros et des lits d'hôpitaux avec tout team. 600 millions d'euros tous les ans. Je te parle pas du reste. Non, mais c'est gratos. On va rien récupérer. Le sous-sol, l'or malien, le pétrole malien, il y a déjà des gens qui ont déjà fait le truc. C'est ça qui est fou. Voilà, on est devenus les tirailleurs sénégalais de l'OTAN et du nouvel ordre mondial. On te fait croire que c'est super. Bah écoute, Barkhane a démarré avec 3000 hommes. Alors oui, Barkhane va remplacer Serval et Épervier. Épervier, c'est le dispositif qui était là depuis les années 70, hein, 80, pardon. Avant, il y avait Manta au Tchad. On les remplace. Ça fait des économies, soi-disant. Mais bon, qui paye? Toi. On démarre avec 3000. Aujourd'hui, on est à 5100 hommes. Aujourd'hui, si tu veux, l'an dernier, il y avait 4500 hommes pour Barkhane. On a envoyé 600 hommes supplémentaires. Et à côté, les communiqués te disent que ça va bien et qu'on a éradiqué les djihadistes. Alors pourquoi t'envoies de plus en plus d'hommes? Barkhane est censé, regarde la carte, hein. Barkhane est censé, regarde cette carte par exemple. Je vais te l'agrandir. Celle-là, on va la réduire. Et celle-là aussi. Voilà. Donc, ça, là, ce que tu vois, c'est pas juste du sable et c'est tout plat. Hein. C'est des massifs, c'est des trucs. Enfin, bon, tu peux. Là, tu as 3000 hommes, puis 5000 hommes, avec quelques trucs. Hein.
quelques drones, quelques hélicos, il n'y avait même pas d'avion prévu à ce moment-là, qui doivent courser des djihadistes qui se cachent, que tu peux pas reconnaître de la population, qui se cachent, qui se dissimulent, ou qui se baladent en petits groupes. Comment tu fais? Voilà, et qui agissent. Alors, voilà, ils agissent là pendant un mois, t'envoies des troupes, ça combat, boum, tu les éradiques, eux en fait ils se sont barrés, pim pam poum, ils réapparaissent ailleurs, etc. Ça fait 7 ans que c'est comme ça. Une super guerre à 600 millions d'euros par an, juste pour Barkhane. Attends, tu vas voir les autres dispositifs. Et ouais, on te dit que c'est des va-nu-pieds, qui sont quelques-uns. Ça fait 3 ans qu'on me dit qu'ils sont plus que 500-600. En 7 ans, ils ont tué 700 djihadistes, ils en ont arrêté 600. Ah, le bilan. Tout ça pour ça en plus. Non, mais parce que 700 djihadistes, c'est une bataille du Moyen-Âge. Même pas, c'est pas une bataille du Moyen-Âge, c'est une embrouille du Moyen-Âge. C'est une embrouille de quartier du Moyen-Âge. 600 morts. 700, 600 ou 700 morts, c'est entre les deux. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, Barkhane, c'est 3 drones, 7 avions de chasse, 22 hélicos, 6 à 10 avions de transport, de renseignement, de logistique, 290 véhicules blindés lourds, 240 véhicules blindés légers, 380 véhicules logistiques. Ben, tout ça, ça s'appelle l'usure du matériel, ça s'appelle de l'argent encore, qui pourrait servir ailleurs. Même dans l'armée, hein. Voilà. Parce que cette OPEX, elle n'est pas rentabilisée, ou alors il va falloir qu'on m'explique. Et puis bon, voilà, en fait, c'est aller mettre le chaos. C'est le coup du pompier pyromane, hein. Certains t'envoient des djihadistes, et moi j'arrive pour être le sauveur et lutter contre les djihadistes. Mais je parle à ceux qui les envoient, c'est exactement ça. Ah si, on a un super appui, 50 Estoniens, 90 Anglais, avec 3 Chinook, des hélicos lourds, parce qu'on n'a pas d'hélicos lourds, il y a un problème de transport. La guerre au Mali, enfin la fausse guerre au Mali, quand des djihadistes va-nu-pieds, a montré une armée à bout de souffle, où les types devaient acheter des chaussures parce que leurs rangers fondaient. C'est l'armée française dont je te parle, c'est pas l'armée malienne. Je me foutais de la gueule de l'armée malienne avant, là je peux rigoler un petit peu. Les types, voilà, t'es obligé, t'as même pas 3 hélicos lourds. T'as un problème d'avion de transport. Et tu veux faire la guerre à la Russie et à la Chine? Non, non, mais sérieusement, il me prend pour des cons, là encore une fois. Ton armée, elle est en train de cavaler derrière des fumeurs de shit qui se foutent de ta gueule. T'en tues un, il y en a 8 qui apparaissent. Le problème, il est réglé comment? T'en tues un, t'arrives, voilà, Barkhane, normalement, c'est tout un dispositif. T'arrives, tu vas construire 3 hôpitaux, 2 dispensaires. L'armée malienne, elle arrive, elle raquette toute la population. La population peut pas se la blairer. En plus, c'est souvent, voilà, c'est des guerres tribales d'un autre âge encore. T'es Peul, t'es Dogon, t'es enfin, voilà, comme les 3 quarts du monde, hein. De toute façon, les 3 quarts du monde en sont restés à ça, hein, des guerres avec leurs voisins, il est pas comme moi, machin. Bon, bref. Bonjour l'évolution. Donc c'est pas lié qu'au Mali. C'est marrant parce qu'avec Kadhafi, il n'y avait pas de groupe terroriste armé. Et pourquoi on va combattre des djihadistes qu'on a installés? C'est ça la réalité. Ça, c'est des faits. Ça, que tu le veuilles ou pas, tu peux parler de complotisme, de ce que tu veux. C'est une réalité. Et ce que je te fais là, je te synthétise les interrogations de beaucoup de gens qui sont spécialistes de la cause ou qui sont même militaires, hein. Il y a plein de militaires qui, en privé, te disent ouais, c'est vrai que t'as pas tort. Pour pas dire t'as raison. On fait la chasse à quelques centaines de djihadistes. 600 morts en 7 ans. Voilà, c'est pas 700, c'est 600 morts en 7 ans. Pour 600 millions. Est-ce qu'il y a un rapport? Un mort, 1 million? Beaucoup de moyens en plus. Mais tu vas combattre toute ta vie comme ça. Parce que les types en face, ils sont mobiles, ils sont caméléons, ils te harcèlent. Ils ont toutes les gueules. Ils rentrent, ils sortent. On est rentré à 3000, 4500 en 2018, 5100 en 2020. Et tu me dis que ça va bien. Avec des Danois qui se barrent, qui en ont marre. Des pays nordiques qui veulent pas trop rentrer dans l'embrouille. Paradoxal quand même. Et tu fais le boulot pour qui? Pour la Turquie, les Émiratis, les Russes, les Chinois, les Italiens en Libye. C'est eux qui vont rafler tous les contrats, je te les annonce, hein. Là, je te donne le gagnant de l'Eurovision. Et en Syrie, ça va être l'Iran, la Russie et la Chine qui vont signer des contrats. Tout ce que tu as claqué pour le nouvel ordre mondial, non seulement tu t'es foiré, je te rappelle que les Américains parlent de plus en plus de maintenir Bachar al-Assad et de s'arranger avec lui, parce que quand ils voient les contrats mirifiques qui vont être signés par les Russes, ils se disent merde. Finalement, Bachar el-Assad, il est indispensable. C'est pas moi qui le dis, c'est le numéro un général proche de Trump, qui le dit officiellement. Donc voilà. Donc. Barkhane a commencé donc avec 3000 militaires, 4500, il y a une montée en puissance, mais il n'y a pas eu que Barkhane. Il y a eu d'autres dispositifs. La MISMA, qui est devenue la MINUSMA, qui s'est installée. Eux, c'est simple, c'est les bouches-trous en fait. Ben, je vais t'en parler un petit peu là de la MINUSMA. Alors,
On est dans la phase ça pue du cul. Voilà, S-A-P-U-D-U-K-U. C'est la phase ça pue du cul, là. La phase bidon. La MINUSMA, c'est simple, hein, c'est les casques bleus. Casques bleus, c'est des Tchadiens, des Algériens, des Martiens, des ce que tu veux, qui sont là, ils sont à peu près 12 000. Enfin, il y a 12 000 soldats, en plus des 5 100 de Barkhane, pour 600 djihadistes. Je commence à me poser des questions. Non, mais parce que dans les films, tu sais, de cow-boys d'Indiens, tu sais, les Indiens, tout ça, tu sais, les types du tiers-monde, ils sont toujours 10 fois plus nombreux que les cow-boys, mais les cow-boys, ils résistent bien parce qu'ils ont des armes, ils sont courageux, c'est des êtres supérieurs. Là, excuse-moi, gars, MINUSMA, vous êtes 12 640 ou 11 200 soldats. Il y a. Non, non, ils sont 17 000, mais il y a 12 644 militaires. Ça monte en puissance, hein, il ne devait pas être autant au départ quand tu regardes les chiffres. Je te la fais rapide, sinon la vidéo va durer 2 heures. 5100 de Barkhane, les armées nationales, même si c'est de la rigolade, ça reste quand même des armées. Euh, la Task Force Sabre, est-ce qu'elle est dans Barkhane? C'est toutes les forces spéciales françaises qui font le boulot de renseignement et d'exécution et de traque. On n'en parle pas. La MINUSMA, donc. Et là, vous êtes en train de créer une nouvelle force, la force Takuba. Et là, on va rigoler, parce qu'encore une fois, c'est un élément qui te montre qu'on se fout de ta gueule et qu'il suffit de réfléchir pour voir qu'on se fout de ta gueule. Il y a à peu près 20 000 hommes, sans compter le renseignement américain, les drones américains, les drones de ce que tu veux. 20 000 hommes pour poursuivre des djihadistes en pick-up qui boivent du thé, qui fument du shit. Et 7 ans. Et à côté de ça, on te dit, surtout Florence Parly, putain, tant qu'à mettre une femme ministre de la Défense, mettez une vraie femme et quelqu'un de compétent, pas le perroquet de Le Drian. Bah écoute, toutes les semaines, on a des communiqués. On en a tué 58. On a attrapé 3 mobilettes. On a chopé 2 pick-up. Ça fait 9 ans. Nous sommes en train de gagner. Alors si vous êtes en train de gagner, pourquoi au fur et à mesure, vous avez créé la MINUSMA plus Barkhane, qui ont pris la relève de Serval et de la MISMA, plus là, depuis 3 4 ans, vous essayez de monter une espèce de groupe, là, une espèce de boys band, le G5 Sahel. C'est-à-dire, vous essayez de former les armées de 5 pays. Le Tchad ne veut pas trop en être. C'est dommage, c'est la seule force de valable. Hein, si ça va super bien, pourquoi vous avez essayé de créer le G5 Sahel? G5 Sahel, vous avez vu que les Maliens préféraient plutôt le zouk à la bagarre et que les Nigériens, bah, ils n'étaient pas armés et dès qu'ils affrontaient des djihadistes, ils prenaient une branlée. Donc vous avez vu que votre G5 Sahel, c'est-à-dire l'idée de constituer des forces et de former des forces pour qu'elles luttent elles-mêmes des locaux contre le djihadisme afin que vous puissiez vous barrer, ça n'a pas marché. Et là, vous en êtes maintenant à créer une nouvelle force, la force Takuba, 500 personnes, des forces spéciales européennes. C'est la face ça pue du cul. Vous êtes englué dans le Sahel, au Sahel, et vous essayez maintenant de ramener d'autres forces européennes. C'est normal que les Allemands, tout ça, veulent pas venir. Et les communiqués nous indiquent qu'ils sont en train de gagner la guerre depuis 7 ans. Voilà, tu lis les communiqués, tu as l'impression en ce moment, les combats, nous avons tué 58 djihadistes dans la zone du Lip Kato, la zone des 3 frontières, et blablabli, blablabla. Pourquoi alors il y a de plus en plus d'hommes, de plus en plus de troupes, de plus en plus de pays européens qui s'installent? Si vous gagnez, normalement c'est l'inverse, normalement c'est un désengagement. Pourquoi avoir fait sauter le verrou libyen? C'est aussi simple que ça. Ou sans tous ces Maliens fiers d'être Maliens, mais qui préfèrent manger des Big Mac. Bah, descends défendre ton pays, gars. Alors Barkhane permet d'intervenir au Mali, mais pas qu'au Mali, au Niger, au Tchad, en Mauritanie, et donc de cavaler un peu partout. Alors on va te replacer une carte digne de ce nom. Tiens, par exemple celle-là, conflit malien, non. Je m'excuse, hein, je te fais ça rapide. Alors les cartes sont pas forcément les cartes du moment, mais ça permet d'illustrer un peu. Voilà, toi on va te sortir. Ah ouais, je t'ai pas dit. MINUSMA, ça veut dire Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, des bouches-trous. Et ils ont 160 morts en 7 ans. Ben, en fait, c'est les mecs qui font le planton dans les villes, qui occupent le terrain pendant que les autres combattent. Le terrain pris, ils l'occupent. Mais en fait, ils l'occupent pas super, ils sont en position défensive, ils sont à la merci d'attentats, ils sont censés protéger les civils et les personnels de l'ONU, protéger les droits de l'homme, ça me fait rire, ils protègent les droits de l'homme alors que les principales exactions sont faites par l'armée malienne.
Sauvegarde du patrimoine culturel, ouais, ouais, bah, il doit y en avoir pas mal du patrimoine culturel là-bas. Action en faveur de la justice, ça veut rien dire, ça, leur mission, c'est les bouches-trous, moi je les appelle. Eux, ils les mettent là, ils touchent une bonne solde, ça consomme un peu de budget. T'en as partout, t'as la finule, ça fait 8 milliards d'années. La finule, elle s'est installée en même temps que Moïse au Liban. Moïse, il rentrait en... Ah non, il n'est pas rentré. En fait, c'est la finule qui a empêché Moïse de rentrer en Terre Sainte. Et ils y sont encore. Ils ont réglé un truc? Non, c'est de l'argent gaspillé. À Chypre, il doit y avoir des casques bleus, ça date de 74. La MINUSMA, c'est 160 morts, très exposés. Barkhane, non, c'est Barnac. Et tout ce qu'on raconte là, puisque voilà, c'est ça, voilà, je t'ai pris un exemple clair. Tu regardes les chiffres, tu regardes les dispositifs qui sont amoncelés, qui sont superposés. Tu te dis, il y a de plus en plus de troupes. En plus, c'est de plus en plus de troupes européennes dans un territoire aussi grand que l'Europe, face à une situation inextricable. Et en fait, c'est une situation multicausale. C'est pas les djihadistes contre les gentils locaux, c'est tout mélangé. Hein, les locaux déjà qui, bon, bref. Hein, je sais pas, il faut fabriquer un pays aussi à un moment donné. Non, mais si, il faut faire quelque chose des fois aussi. Je parle des chefs de l'État, je parle pas des populations. Elles subissent ces types, ils mettent un costume, ils branlent rien, quoi. Tiens, non, mais si, c'est vrai. Ça fait 10 milliards d'années, t'es pas capable de construire des structures qui permettent. Là, on parle même plus de, on parle pas de technologie là. Ils sont là, venez nous défendre. Et te défendre, pourquoi et quand je viens de te défendre, tu me dis que je suis un colonial, après je suis un salaud. Défends-toi tout seul. Non, mais j'ai envie de dire ça aussi. En tout cas, là, tu regardes les dispositifs, tu regardes les troupes, tu t'aperçois que la guerre, non, c'est l'enlisement. Et tu étudies toutes les guerres où des troupes, soi-disant fortes, se sont installées et se sont engluées progressivement, que ce soit le Vietnam, que ce soit l'Afghanistan. L'Afghanistan, l'armée américaine, elle est allée, et regarde, elle est repartie 18 ans après, la queue entre les jambes. C'est les talibans qui ont gagné. Même les Américains le reconnaissent. Et ils ont claqué des milliards. Donc dès le début, tu savais très bien que... Pourquoi tu es allé là-bas? Ah oui, pour le nouvel ordre mondial, mais officiellement, on va dire que tu es allé là-bas comme un chef d'État raisonnable pour lutter contre le terrorisme. On va rester sur cette base, la base grand public. Pourquoi tu y allais? Parce que c'est de l'incompétence pure. Non, mais c'est une faute grave, claquer autant de thunes et s'installer là-bas pour ne rien récolter, et tu es là-bas à vie. Les autres Européens ne veulent pas venir. Je vais te parler un peu de la force Takuba avant de finir la vidéo, enfin avant de passer à autre chose. Ils veulent pas venir, ils savent que c'est un piège à con et un piège à argent. Tu es allé là-bas, mais là-bas, c'est tellement la merde, qu'est-ce qu'ils veulent s'en sortir, ces gens? Tu veux soutenir l'idée d'un pays créé artificiellement où tu as des ethnies qui sont pas reconnues et qui s'entretuent entre elles et l'armée malienne a pris fait et cause pour certaines ethnies. Les Touaregs, excuse-moi, c'est pas les méchants dans le coin. Ils se font emmerder par l'armée malienne et quand ils prennent les fusils, ils les sortent, l'armée malienne s'en va. À un moment donné, c'est ça aussi le truc. Voilà, t'es souverain ou t'es pas souverain. T'arrives là-bas en espérant faire quoi? Le problème, c'est que même si tu tues tous les djihadistes, il y en a d'autres qui arriveront. C'est des problèmes structurels, c'est des problèmes politiques, c'est des problèmes millénaires d'un autre temps. Voilà, quand les Peuls et les Dogons se battent, ils vont se servir du djihadisme, mais en fait, non. Les trafiquants se sont servis du djihadisme pour continuer à trafiquer. Ils s'en foutent du djihadisme. Le mec, il te ramène des cargaisons de whisky. Qu'est-ce qu'il en a à foutre du djihad? Oui, les djihadistes là, ça l'arrange parce que voilà, il est en business avec des djihadistes. Quand on va aider un pays, il faut que ce soit un pays structuré et qu'on sache après qu'il y a un plan politique de développement, de réconciliation. C'est un pays pauvre avec d'énormes ressources où les gens peuvent pas se blairer, veulent pas vivre ensemble. Et ils se battent. Et ils trouvent tous les prétextes pour se battre. Et à côté, tu as le Niger, c'est un petit pays facile à déstabiliser, je connais moins. Mais le Mali, je peux en parler. Et tu as la mer de toutes les causes, la Libye. Et toi, t'es allé là-bas. T'espérais faire quoi, Hollande? Mais c'est une faute professionnelle. T'y vas, t'as pas de plan. À moyen terme. T'as essayé de monter des forces locales. Ben non, en fait, la plupart des armes que tu leur donnes, elles partent chez les djihadistes ou elles sont revendues au marché. Parce que le type, voilà. Non, mais les amis, vous allez me trouver sévère. Il y a l'an dernier des attaques de djihadistes contre des casernes maliennes, parce que c'est facile, hein, c'est là où tu vas faire 110 morts. Hein. Les mecs attaquent à 6 heures, à 5 heures du matin parce qu'ils savent que les autres dorment. Parce que culturellement, on fait pas la guerre la nuit. Voilà, c'est ça. Ah, les gars, ils se sont dit, on va se régaler, alors ils dorment. Ils attaquent le camp, ça démarre avec 2-3 IED qu'on te balance avec des avions, enfin des voitures explosives. Et ensuite, c'est l'assaut. Et ça te donne, voilà, et le peu qui reste qui n'a pas déserté est là. Et voilà, tu vas pas aider un pays qui ne cède pas.
Sachant qu'en plus les djihadistes sont suffisamment forts pour tenir, parce que bon, il y a peu de morts dans l'armée française, mais les combats ils sont violents, hein. S'il n'y a pas la supériorité euh, de la 3D, s'il n'y a pas le matos, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est très chaud. S'il n'y a pas les avions, s'il n'y a pas les hélicos, t'as plus de morts et t'avances difficilement. En face, ils sont lourdement armés. En face, voilà, il y a encore eu en janvier un massacre dans l'armée tchadienne, une centaine de morts. Et l'armée tchadienne, c'est une armée valable. C'est une des rares armées sûres du coin. Tu t'es planté, t'as pas été capable de restaurer une autorité politique, de réconcilier les gens. Il y a rien, il y a rien. Tu n'as rien fait. Tu fais juste courir des hommes là-bas. En fait, c'est sweep, c'est mourmelon, c'est Kangers, Barkhane. C'est Kangers, le Sahel. C'est tu mets des troupes et elles se baladent. Et donc Florence Parly, qui est une honte, bouffonne, vraiment une baltringue, quoi, cette femme. On sent que c'est la perroquet, elle fait du mal aux femmes, quoi. Elle est là, elle fait la starlette, elle répète les textes qu'on lui donne, hein. Elle sait même pas de quoi elle parle, la meuf. Voilà, mais bon, ça c'est... hein, c'est comme Agnès Buzyn. Tout ça, quand ils mettent des femmes dans les gouvernements, ils te mettent des buses, quoi. Voilà. La nana, ça fait de 2 ans, on est en train de gagner, oui, au Mali, notre action politique. T'en as pas d'action politique, arrête de nous prendre pour des cons. Récemment, voilà, la force Takuba, 11 pays européens qui ont décidé, mais il y en a que 6 qui veulent y aller. Mais les Allemands, les Suédois, les Danois, tout ça, savent très bien qui a fait quoi. Ils savent très bien qu'il y a un nouvel ordre mondial, savent très bien qu'on a cassé des verrous, qu'on a créé le djihadisme, ils ne veulent pas envoyer leurs armées là-bas. Ils sont d'accord pour fermer leur gueule, mais ils ne veulent pas envoyer leurs troupes. Ils n'ont pas d'argent. Les Hollandais ne veulent pas envoyer de troupes là-bas. Les Allemands, ils ont raison, ils ont dit, on sait ce qui se passe. C'est tes potes saoudiens qui envoient des djihadistes, tu veux nous engluer là-bas pour 10 ans, nous on n'a pas d'argent pour ça. Il faut dire qu'on achète des F-18 américains pour payer le piso. Donc, création d'une force spéciale, création d'un groupement de forces spéciales européennes. Quand tu as les forces spéciales françaises là-bas, que tu envoies les forces spéciales du Luxembourg ou du Liechtenstein, ça va pas changer grand-chose, hein. Les Hollandais, on va les voir là-bas, hein. Les forces spéciales. En général, ce genre de force spéciale, ça va pas loin, hein. Ça sécurise des endroits, hein. Ça va pas au combat ou très peu, hein, parce que force spéciale danoise, ouais, ouais. En face, c'est des mecs qui affrontent les Russes, les bérets verts, les forces armées. Non, c'est pas que je sois dédaigneux, mais je connais un petit peu voilà, les forces spéciales. Tu regardes les forces spéciales européennes, c'est des petits pays qui se sont américanisés. Et tu regardes leurs forces spéciales, on dirait des imitations de forces spéciales américaines. Je sais pas, achète-toi un style déjà. Et puis bon, l'expérience au feu, elle compte. Voilà, quand tu vas envoyer 3 rouquins de 2 mètres dans le Sahel, tu vas vite voir, hein. Ils vont vite se faire cramer. Bref, force spéciale de 500 personnes, 500 militaires, 500 Rambo européens. Ah, tu gagnes la guerre, Françoise Parly? Mais si tu gagnes la guerre, tu devrais désengager des troupes. Tu viens d'envoyer 600 militaires français. Je vous rappelle qu'on nous annonce qu'il reste une poignée de djihadistes depuis 3 ans. Une poignée. Oh, il y en a 200 là, 100 là, et puis ils circulent, et là, il y en a 50, et là, ils jouent à la belote. Ah, et comment se fait-il que tu as envoyé, voilà, tu es passé de 3000 hommes à Barkhane, Minusma, Serval. À la fin, tu as plus de 20 000 hommes, en fait. 20 000 hommes. Toutes les forces spéciales françaises sont là-bas, et commando Hubert dans la Task Force Sabre. Task Force, mais tu peux pas donner un nom français, tu peux pas appeler ça la Force Sabre. Non, sérieux, Force Sabre laser, ça jetterait. Bon, t'as 6 pays qui veulent participer à la Force Takuba. Alors, t'as Sabre, qui est intégré dans Barkhane, qui travaille avec la MINUSMA, et t'as Takuba qui sera inséré dans Barkhane. Tu me suis ou pas? Sinon, tu prends un Doliprane, tu reviens, j'arrête là. On est dans l'incohérence et on sent surtout le bourbier. Tu prends des chiffres, tu prends les faits, tu prends la chronologie, tu regardes, tu prends à côté ce qu'ils te disent. Tu vois que, un, c'est un bourbier, que deux, c'est des menteurs, que trois, c'est grave de mentir, parce que là, c'est des fonctions officielles, ils sont pas au bar, là. C'est pas on discute sur YouTube, c'est pas un live YouTube. L'autre, elle est là, c'est un porte-parole officiel, elle arrive, elle ment sciemment aux Français. Depuis 7 ans, oui, on est en train de gagner la guerre. Ben, pourquoi tu y es depuis 7 ans? Pour y faire quoi? Une guerre, c'est vous qui les avez créées. Les Danois qui étaient en train d'aider, là, en prêtant des hélicos, des Rangers, ou je sais pas, ou des Malabars, hein, parce que l'armée française manque de tout, sauf les forces spéciales, heureusement d'ailleurs, elle retire ses hélicos en ce moment. Eh ouais, ils comptent leurs sous, mais ils ont raison, les Danois, c'est pas eux qui ont foutu la merde. Voilà, les Nordiques sont pas motivés par ce piège à con, parce qu'ils savent que c'est un piège à con. Les Nordiques, c'est des commerciaux, ils comptent, ils voient hein, leurs intérêts. C'est pas, je te dis, voilà, eux, ils voient leurs intérêts, et puis ils envoient pas les Allemands veulent pas voir des Allemands mourir pour un truc qui est organisé. C'est une grosse magouille entre les frères musulmans, les djihadistes, enfin tous ceux qui sont en train de déstabiliser le monde actuellement et qui ont toutes les couleurs. Voilà, on est dans la phase ça pue du cul. Voilà, c'est cette phase-là. Euh,
Et puis la totale irresponsabilité des hommes politiques qui nous ont entraînés là, qui mentent. Là, on a affaire à un mensonge. T'en veux un deuxième d'exemple? Je suis en train de regarder pour voir si j'ai pas oublié. Non, mais t'imagines. Il y a des... Attends. Oh mec, excuse-moi, hein. Juste te dire, t'aurais laissé Kadhafi, il n'y avait aucun problème. Et l'argent, il aurait servi à autre chose dans l'armée. De toute façon, c'est un budget OPEX, hein. Il était déjà budgétisé OPEX. Non, mais regarde un petit peu quand même. Il y a... Ah, pourquoi tu te caches, toi? Il y a 7 Mirage 2000 qui tournent. On demande aux Américains de prêter leurs avions pour approvisionner en essence. Eh ouais, on n'a rien. Il y a 7 Mirages. Il y a 22 hélicos. Pour des va-nu-pieds, soi-disant. Des drones, il y en a 3, mais il y en a beaucoup plus que ça. Et on parle de drones mâles, on parle pas des petits drones de reconnaissance d'artillerie ou les micro-drones et les nano-drones des forces spéciales. Il y a quand même 300 véhicules lourds, 250 véhicules légers, à la louche, 380 véhicules logistiques. C'est du pognon, ça coûte du pognon, ça coûte un pognon de dingue, comme dirait Macron. Et t'arrives pas à éradiquer des gens, parce que tu pourras jamais les éradiquer. La seule situation connue où on a pu détruire l'adversaire dans une guerre comparable, c'était pendant la guerre d'Algérie, c'était les opérations Couronne, enfin c'était les opérations Chal. Et malgré ça, ça n'a pas suffi parce que la solution politique qui doit toujours accompagner la solution militaire s'est faite en retard. Sinon, ça aurait pu. Mais militairement, voilà, les plans Chal, on bloque les frontières, avec la ligne Chal d'un côté, la ligne Maurice. On met en place les opérations jumelles, couronne, machin, c'est-à-dire des commandos de chasse qui sont dans le maquis, qui sont 24-24 dans le maquis, ils habitent le maquis, ils sont le maquis et ils deviennent comme l'adversaire. Et à côté de ça, les troupes qui occupent le terrain pris. Et à côté de ça, donc, prise politique, prise en main politique des villages, etc., etc. Et puis proposition de reconstruction, de l'argent qui est mis, des travaux, que voilà, ben oui, les villages maliens, les types arrivent la nuit, ils leur disent ouais, tu parles, je te tue. Dans la journée, c'est les forces spéciales françaises qui arrivent. T'as vu mon gros avion, si tu me dis rien, on peut te bombarder par erreur. Comment ils font ces gens? Si tu leur proposes une solution politique, le marais, la population, le vivier, le poisson, ceux qui cachent les autres, ben, tu les ramènes vers toi. Et pendant ce temps, tes compagnies de combat, elles assèchent. Et puis une solution politique à plus grande échelle avec les gens du coin. Or non, tu t'es installé, là, voilà. Et tu règles ça en 2-3 ans. Et puis au pire, si ça va pas, tu te casses en disant aux Maliens, bah écoutez, t'es Malien à Montreuil, descends te battre pour ton pays. T'es du Niger, descends. T'es Libyen, descends. Enfin, les Libyens, il n'y en a pas trop, hein, sauf à côté des bijouteries de luxe. Non, parce que c'est un pays riche. Mais voilà. Et ouais. T'écoutes ce qu'on te dit, tu regardes ce qui est fait, tu t'aperçois que la réalité n'est pas le discours qu'on te donne. Alors il faut plus écouter le discours, il faut écouter la réalité et les faits. Regarder les faits, puis te faire toi-même. Ça s'appelle un avis critique. Voilà, c'est tout. Je l'ai fait rapide, mais j'aimerais aussi, par exemple... Attends, on va la refaire. Ah, mais non, c'est là. Pour la Libye, c'est pareil, hein. Alors pour la Libye, par contre... Écoute, c'est simple, hein, t'as une carte en décembre. Ils étaient limite dans le jardin de chez Serraj, les mecs. À 4 km, ils étaient du centre-ville. Regarde les zones maintenant, puis c'est facile. Regarde la poussée en bas, bah, tout s'écroule. Compare. Regarde, tout s'écroule, gars. Tout s'écroule. Voilà, tu regardes les dates. Et il est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire que les cornes qui encerclaient le Tripoli, finalement, se sont fait prendre à revers et se sont fait couper. Là, tu vois, tu as une énorme zone dans le... Celui-là, je vais l'agrandir, je vais te montrer. Regarde où ils étaient, où ils en étaient. Ils étaient là, ils déjeunaient dans son jardin. L'autre, il était à la rue. Regarde maintenant où on en est. Il va falloir étudier un petit peu ça, parce que c'est pas que l'arrivée de troupes. Des vastes zones. Bah mieux, hein, écoute, ce qu'on va faire. Je vais... Non, non, parce que je vais illustrer ça avec un article ou pareil. Il suffit pas d'aller voir... Tu vois, sur Internet, il y a plein de journaux, là, à la longue. Bon, c'est bon, je prends juste les faits. Pars TV, c'est bon. JSS News, Depka File, c'est vraiment de la merde. Pars TV, c'est vraiment de la merde. Le mec te raconte n'importe quoi. Presse TV, bon, bon, bref, tu prends les faits, juste les faits. Ouais, parce que le reste, c'est aussi de la... Rappelez-vous que des deux côtés, c'est un toxique, hein. Voilà, et c'est mal en plus. OPEX, bon,
Il y a de moins en moins de choses intéressantes qui se disent, il y a beaucoup de gros beaufs qui y sont, voilà, et puis bon, on y apprend de moins en moins. Non, j'aimerais te parler de ça. Ça, c'est les clés du Moyen-Orient. Alors là, c'est deuxième point, deuxième partie, chapitre 11, voilà, bon, tu suis? Ok. De la Syrie à la Libye, la Turquie sur tous les fronts. Bon, on sait que la Turquie fait la guerre aux Arabes, qu'en Syrie et en Libye. Ils n'ont rien à faire là-bas, comme l'armée française, comme l'armée russe, comme toutes les armées. Voilà. Ce qu'on prône, nous, c'est un vrai ONU des peuples de la Terre, qui impose maintenant de véritables mesures. Parce que l'ONU ne sert juste qu'à raccommoder. L'ONU, il sert juste à donner à bouffer aux réfugiés pendant que les mecs continuent à piller les pays et à les détruire. Bref. Ce site qui me semble être un site de propagande, hein, ben voilà. Donc regarde. Ça, c'était la situation en décembre. C'est ouvert. T'as vu? Et ça, c'est la situation. Ça, on va t'enlever. Ça, tu dégages. Ça, tu dégages. Et ça, c'est la situation en... avec Sirte qui va pas tarder à tomber. Je t'invite à aller voir l'excellent South Franc. Alors, South Franc, ils sont excellents. Ils sont excellents. Franchement, tout bien, tout... Voilà. Sauf un truc. Leur carte de merde. Ouais, bah oui, c'est une carte de merde. Mais bien sûr que c'est une carte de merde. Je vais te montrer pourquoi c'est une carte de merde. Non, non, mais si, mais moi je vais te montrer. Attends. Non, pas ça. Euh, Bon, c'est pas très grave. Non, je voulais te montrer. Mais South Front, ils te mettent une carte, ils te mettent des gros bandeaux. Donc tu vois plus la carte. Voilà. Bon, bref. Ça, c'est en avril. Ah, ils sont découverts d'un fil. Tu vois, les 4 kilomètres, toute cette partie orange à droite va disparaître, hein. Revenons à l'article. Une recontextualisation de la situation en Libye est nécessaire avant d'envisager une compréhension claire de l'engagement diplomatique et militaire d'Ankara dans le conflit. Pour rappel, après 42 ans, blablabla, ouais, ça je m'en branle. Tcha, tcha, tcha. Aujourd'hui, deux grands pôles politiques et militaires s'opposent. On est en décembre 2019. À l'est, le gouvernement de Tobrouk, soutenu par la Russie, l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, à la tête duquel se trouve le charismatique maréchal Khalifa Haftar, chef de l'armée nationale libyenne. C'est le type qui s'est proclamé président de la Libye il y a peu. Là, il s'est autoproclamé. Avant de se proclamer, de s'autoproclamer président général auxiliaire du Venezuela. Bah ouais, comme Guaido. Et après, ils seront président autoproclamé galactique. Attends, il y a un truc, il y a un mot quand même qui... Le charismatique maréchal. Non, c'est... Regardez, ça c'est typique un vice de journaliste internet. Il te met un truc qui n'est ni prouvé ni avéré, le type il a pas plus de charisme que mes poils de cul. Ouais, si, il faut le dire comme ça, il faut en parler un peu des poils de cul. J'ai le droit, hein, j'ai le droit. Q, c'est dans le dictionnaire, Q, culum, du latin culum. Ben, mes poils de cul ont plus de charisme que ce type. Mais là, le journaliste met ce mot-là pour que nous pensions que ce type est très charismatique dans les milieux, je sais pas, dans les milieux, sur les dance floors peut-être, mais chef de l'armée nationale libyenne. Non, mais c'est pour te montrer qu'entre ce qu'on dit et la réalité, excuse-moi, quand tu regardes Haftar, il est charismatique pour toi? Il se dégage quelque chose? Non, lui, il est en train de dégager, mais est-ce qu'il se dégage quelque chose de lui? Non, mais j'adore ça. Ben, l'esprit critique, c'est de vite voir qu'on est en train de t'enfiler, là. On va te présenter un type, le charismatique. En plus, bon, t'es là pour nous donner les faits ou pour nous parler de... Non, mais t'es dans le love ou quoi? Comment c'est qui le joueur? Émile Bouvier. Ouais, faut se calmer, Émile. On poursuit. Fin stratège. Et là, j'ai débranché. Hein. Alors on reprend la phrase. Se trouve le charismatique maréchal Khalifa Haftar, chef de l'armée nationale libyenne et fin stratège, s'étant rendu célèbre pour ses nombreuses victoires militaires. Bataille de Benghazi en 2014 par exemple. Pris la main dans le sac en plein pipeau. Pris la main dans le sac en plein pipeau journalistique. C'est-à-dire que le type, il a attaché le stylo à son sgeg, il a laissé faire son sgeg, il est parti se coucher, je sais pas ce qu'il fait, et le sgeg, il a écrit n'importe quoi, ce qui passait. Toi, tu lis, dans ta tête, t'es déjà formaté, ah, c'est un journal, là, c'est ce qu'il dit. Ah, donc, ok, charismatique. Ah, c'est un fin stratège. Ouais, mais dans les journaux, tu sais, ils disent que Haftar, c'est un fin stratège. Voilà, ça part de là et ça devient une histoire. La bataille de Benghazi, elle a duré 3 ans. Il a fallu l'intervention des Émiratis. Non, mais je te le montre. La bataille de Benghazi a duré 3 ans. C'est une ville, Benghazi. Voilà, c'est une ville. 3 ans pour la prendre, c'est énorme. C'est énorme. Il a dû être aidé par les Égyptiens et les Émiratis qui faisaient des raids d'avions en cachette.
Hein, de temps en temps, tu avais un avion non identifié, un Rafale, tu sais, avec... bon, il y avait la photo de Nasser dessinée dessus, on savait tous qu'il venait d'Égypte ou d'Émirats, qui allait bombarder. Il a mis 3 ans pour virer des djihadistes cul nus, qui avaient à l'époque 3 lance-pierres, hein, ils n'étaient pas aidés, à Benghazi. Et l'autre, il vient me dire que c'est un fin stratège, et il me cite, pour illustrer ça, la bataille de Benghazi qui a duré 3 ans. Regarde, quand tu lis, ça c'est de l'intox. Et ce type-là, soit il se fout de notre gueule, soit il a un parti pris, soit le gars raconte n'importe quoi. En fait, il réécrit des trucs, quoi. Parce que Haftar, c'est tout. Excusez-moi, mais Haftar, c'est un type cassant, c'est tout sauf un type qui a du charisme. Et c'est un gros loser. Tout ce qu'il a touché, c'est un gros loser. Il a perdu quand il était à l'époque dans l'armée libyenne, dans les années 70-80, dans les années 80, il s'est fait enfiler par les Tchadiens. Il a fait des erreurs militaires énormes, il a perdu des batailles. Et à Benghazi, je te dis, pendant 3 ans, il était censé virer c'était soi-disant pour acquérir sa légitimité. C'était, on va virer les islamistes. Mais en fait, les islamistes qui virent, il les intègre dans son armée quand il peut, sinon il demande de l'aide. Elle est où ta bataille là, hyper stratégique, s'il te plaît? T'es là, t'es avec les Émirats Arabes Unis, avec la France, il y avait les Égyptiens, tu combats quoi? Ansar mon cul et les brigades de défense de mon cul et l'État islamique, ils sont 25, ils ont des barbes, ils s'arrêtent 5 fois par jour pour aller prier, t'as pas été capable de les... Voilà, 10 à 15 000 hommes. Alors venez pas me raconter... Il a 5 000 pertes quand même, hein. Putain, il a... Mais c'est un bras cassé, il a un tiers de ses pertes. Un tiers de son armée, c'est des pertes. Voilà, tu vois, en 3 arguments, je te montre clairement, après tu fais ce que tu veux, mais en 3 arguments, je te montre clairement qu'on a affaire à un site bidon qui raconte de la merde et qui essaye déjà de... Ça s'appelle tenter de t'orienter. Dès le début de l'article, on tente de t'orienter dans une direction. Et après, toi, tu vas être là, tu vas juste être binaire. Ah ouais, c'est bien, c'est pas bien. Ah lui, j'aime bien. Ah lui, j'aime pas. Voilà, c'est ça. On t'a déjà mis dans des tuyaux, on t'a déjà balancé là où on voulait te balancer, à gauche, au fin fond là-bas, à droite, hop, tourne là, bloque-le dans la pièce. Voilà, c'est réglé. Excuse-moi. Les djihadistes en Libye, progéniture de la crise politique et sécuritaire ayant suivi la chute du régime de Kadhafi, tu vois, c'est pas moi qui le dis, se sont très rapidement alliés à Daesh. Oui, ben c'est eux, Daesh. Quand on dit djihadistes, c'est voilà, c'est qui possèdent aujourd'hui le monopole des activités terroristes en Libye. Ah, aujourd'hui. Alors attends. 2020, c'est plus que Daesh maintenant. Ils ont centralisé les USA. Ils leur ont tous dit, allez, vous mettez sous la franchise Daesh. Bref, on poursuit. Au plus fort de ses succès en Libye, en 2014 et 2016, l'État islamique, ouais, mais ça, je m'en fous. Contrôler la ville portuaire de Sirte et certains quartiers de Benghazi tout en circulant librement. Ouais, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Jamais Daesh n'a été aussi proche de l'Europe. Rome est à portée de main, c'est s'enthousiasmer d'Abic, blablabla. Oui, bah merci Sarkozy, c'est Sarkozy qui les a ramenés. Jusque-là, ils n'arrivaient même pas du truc. On va amener la démocratie dans les pays arabes, on va leur mettre des barbus qui coupent des mains. Voilà. Non, mais si, c'est encore une fois les faits. Personne n'a posé la question, mais attendez, vous êtes sûr que cette alliance contre nature... Les 2 grands acteurs politiques en Libye, gouvernement Tobrouk, GNA, blablabla, militairement, les forces d'Haftar l'emportent. C'est vrai qu'à l'époque, elles l'emportaient. Il y a un récapitulatif, et puis après, tu as l'action turque. Mais aujourd'hui, on va pas trop parler de la Turquie. Juste te montrer un petit peu, tu vois, ben, dissonance, comment on pourrait appeler ça? La création de la dissonance. On te balance un texte et les faits sont diamétralement opposés à ce que raconte le texte, mais ton cerveau est pris par le texte et petit à petit il reconsidère la réalité et il la retravaille de manière à ce qu'elle soit beaucoup plus... qu'elle corresponde beaucoup mieux au texte. C'est ça qu'il faut que tu évites lorsque tu regardes des articles. Voilà. Après, il y a des techniques pour ça. Mais ça s'appelle l'esprit critique. C'est pas je prends une vidéo, ah, je l'aime bien, il dit un truc qui me plaît, il a raison, et à partir de là, je fonde toute ma religion sur cette vidéo-là. Et tout ce que vous raconterez, même si vous êtes des grands experts, c'est de la merde. Non. Là, je te demande de voir la réalité et de voir ce qu'on te dit. Le type te raconte un truc et te propose autre chose. Et ton cerveau, il a enfumé. C'est une technique classique. Voilà. C'est de la sidération. Que. Voilà. Donc, on reviendra un peu plus sur la Libye. Ah ouais, mais je t'ai pas mis ça, moi. Eh ouais, ouais, il faut que je te montre l'article quand même. L'article, il est là, regarde, hein. Tu peux aller voir par toi-même, hein. Hein, les clés du Moyen-Orient. C'est un article du 10 juin 2020. De la Syrie à la Libye, la Turquie, blablabla, bliblibli. Ah, mais c'est un article, en fait, voilà. Ça, j'adore la presse qui te prend des articles du 24 janvier 2020, modifié le 5 mai 2020,
et remis le 10 juin 2020. J'aime bien. On va croire qu'ils sont en manque d'articles. Voilà la situation. À l'époque, hein, tu vois, à l'époque, ouais, c'est vrai qu'ils étaient collés. Hein. Ils étaient dans la banlieue de Tripoli. Situation qui a évolué et qui a changé. Jusqu'à l'heure où je te parle là, ben regarde. Hein. Et la poche de gauche, elle va être coupée. Et la poche de droite et de gauche là, elles sont en train de disparaître. Hein. Les oranges là que tu vois, hein, elles sont en train de disparaître. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque Sirte sera reprise, on sera toute l'offensive depuis 2019, toute l'offensive de Haftar, finalement, elle est en train de s'écrouler, quoi. En plus, il s'est trop avancé, il est en train de se faire couper par l'arrière, donc il a pas. Les lignes logistiques sont étirées, donc il est obligé de reculer, de reflier. Il a perdu Taruna, il a perdu Garian depuis. Il est obligé de reculer, et tu vois les poches récupérées. Mais ça, on fera une vidéo là-dessus pour en parler un peu plus longuement et voir un petit peu qu'est-ce qu'il a pu faire que. Je sais pas, il y a quelque chose sur un plan tactique qui doit être intéressant à être étudié, mais ce sera fait en temps et en heure. L'arrivée turque seule doit être. Comment ils ont fait basculer, voilà, je suis en train de réfléchir à haut doigt, comment ils ont fait basculer la situation d'une situation où le type était dans ton jardin, une situation où tu lui mets raclée sur raclée. Comment se fait-il que tu aies pu inverser la donne? Qu'est-ce que, sur le plan tactique, parce que là je pense que c'est sur un plan tactique, sur un plan militaire, qu'est-ce qui a changé la donne? Et attendez-vous à de nouvelles évolutions. Si, je peux te répondre vite fait. L'arrivée de la Turquie, de sa technologie, de ses militaires, du sang nouveau, du souffle, le fait qu'elle puisse protéger Tripoli et Misrata avec ses frégates anti-aériens, c'est ça qui a fait la différence. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est d'anticiper. On commence à voir des chars égyptiens à la frontière. Donc, si tu veux, au début, tu avais Haftar Serraj. Serraj, il était bon, tranquille, mais personne ne l'aidait vraiment. Haftar, il a été pas mal aidé. Il a tenté son offensive. Il s'est retrouvé bloqué. Mais l'autre était Serraj, le bloqué, mais était à bout de souffle. La Turquie arrive, boum, c'est Serraj qui repousse. Tu sais, on dirait un combat de sumo. Et là, c'est maintenant du côté de Serraj que ça s'est vachement impliqué, parce qu'on a vu arriver beaucoup de matos quand même. Et beaucoup de troupes. Et là, la phase suivante, ce qui se dessine, c'est une implication beaucoup plus grande des Égyptiens et des Émiratis. Les Émiratis vont envoyer de l'argent, enfin des mercenaires. Mais les Égyptiens commencent à envoyer des chars et l'armée égyptienne est une armée très puissante. Si elle s'implique avec Haftar, Haftar peut rebasculer. Enfin, est-ce qu'elle va s'impliquer avec Haftar ou est-ce qu'elle va choisir quelqu'un d'autre? Parce qu'Haftar, c'est tout sauf un type charismatique et c'est tout sauf un stratège militaire. C'est ce qui lui est reproché. C'est que c'est un gros bras cassé. Tout ce qui touche, il le transforme en merde. On va voir depuis les années 70. Surtout depuis les années 80. C'est un ancien colonel ou général de Kadhafi, mais je te dis tout ce qu'il a fait. Hein. Il n'en est pas à son premier coup d'éclat, ou de mes éclats. Donc la phase qui arrive, c'est ça. On peut prévoir. Et puis on peut s'engager en disant que, connaissant Erdogan, et je dis bien Erdogan que je sépare de la Turquie et des Turcs, connaissant Erdogan, eh ben, il va se mettre à envoyer plus de troupes. Le problème, c'est qu'Erdogan, pour les faire venir, il les fait venir en avion. Ou en bateau discret. L'Égypte est collée à la Libye. Si demain l'Égypte veut faire passer 3 millions d'hommes, il traverse la frontière. Erdogan, il doit les ramener en avion ou en bateau, ça ne va pas être possible. Donc est-ce qu'on va assister à un moment donné à une implication égyptienne? Est-ce qu'on va assister au premier combat entre les Égyptiens d'abord et de l'autre côté des Turcs, mais pas officiellement, et ensuite l'implication de la Turquie? Est-ce qu'on aura une guerre égypto-turque? Parce que l'Égypte est bien déterminée à ne pas laisser s'installer la Turquie là-bas. Personne ne veut de la Turquie là-bas. Qu'est-ce que vous foutez là-bas? L'Algérie ne vous veut pas. Tout le monde sait que vous êtes le représentant de l'OTAN. Je suis désolé, mais Erdogan, là, il y a eu des raids israéliens, c'est passé par la Turquie. Erdogan, Israël a dit qu'elle soutiendrait la Turquie face aux Grecs. Erdogan, là, on voit clairement, et c'est pareil, il suffit de regarder les actes. Il est en Libye, il n'a rien à y faire, mais c'est pas. Les mecs, ils trouvent ça normal, ils t'insultent, ouais, mais nous, et non, mais t'es pas chez toi, t'es pas chez ta mère. Erdogan travaille pour les frères musulmans, une nouvelle ordre mondiale. C'est les faits qui te le montrent. Il fout le chaos en Syrie, il fout le chaos en Libye. En Syrie, je vous en parlerai. Il veut pas. Et il est là-bas pour faire quoi? Il est juste là-bas pour entretenir le trouble. Il n'a rien à y faire. Poutine n'a rien à y faire. Il n'a pas été invité. C'est pas comme en Syrie. Et tous ceux qui ont contribué au désastre libyen, voilà, c'est tout. Donc là, bientôt, on risque de voir arriver un affrontement égypto-turc avec des combats. Oui, on va avoir un combat, des combats de Rafale ou de Mirage 2000 contre des F-16 turcs. Oui, on risque d'avoir aussi. Il faut voir les commandes égyptiennes, là. C'est à base de FREM, à base de 50 avions, à base de.
à base de beaucoup d'armement, et de l'armement offensif, ça c'est pour se préparer à faire une guerre. Et l'armée égyptienne, elle est moyens, surtout que pour ramener des troupes sur le plan naval, ou même sur, si on parle de l'espace aérien, va falloir la jouer fine. Hein. Regarde la carte Égypte-Libye, grand, pour ramener tes troupes, voilà. Donc c'est ça. Mais ça arrange qui? Pas la Libye, pas les Turcs, pas les Égyptiens. Ça va épuiser leurs armées, ça sert à rien. Surtout que là, non, ça arrange l'OTAN qui veut que la Libye reste un foyer. On ne veut pas, contrairement à ce qu'on veut te faire croire, on te raconte qu'on recherche la stabilité qu'on a détruite en Libye, mais on veut l'inverse, on veut entretenir le chaos, c'est ce qui est voulu, le nouvel ordre mondial veut entretenir le chaos en Syrie et en Libye, à défaut de mieux. S'il pouvait encore créer d'autres foyers, il les créerait. On a créé la double virgule Nike, djihadiste, et on a tout fait. Sauf voilà, si on a des intérêts à défendre, à l'heure où je te parle, c'est plutôt en Libye mais de manière intelligente. Nous, non, on a détruit la Libye, on a laissé les autres récolter. Parce que là, de toute façon, Erdogan, son opération, ou même les Égyptiens, leurs opérations, elles seront payées par le pétrole libyen. Il y a de l'argent. Nous, on n'aura rien. Total, il y aura chi. Les Italiens seront payés aussi parce qu'ils sont impliqués. Ils se sont fait chasser d'une zone qui était un peu la zone, leur chasse gardée. Ils s'entendaient bien avec les Libyens. Voilà. Je regarde, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que je n'ai pas oublié l'essentiel est dit, je pense. Voilà, donc tu te fais une idée, c'est une rapide vidéo. Los Locos, même si elle sera en prévue sur Patreon. Fais-toi une idée, puis voilà. Et puis, alors après, la géopolitique en ce moment, tu vois, j'ai attendu un petit peu avant de te faire quelque chose entre l'analyse et le commentaire, parce que c'est le calme avant la tempête. Voilà, la Syrie, la Turquie est en train d'armer Idlib. Les Syriens, là, je t'annonce là officiellement que les Syriens reprendront. Il y aura une guerre Syrie-Turquie parce que les Syriens ont demandé aux Russes de moderniser leur MiG-29 et leur ont dit clairement nous on va récupérer Idlib. Si les Turcs s'opposent, on leur fait la guerre. Donc voilà, donc les 3-4 Galatasarayman là qui viennent me dire que l'armée turque a détruit l'armée syrienne. J'ai juste envie de te dire un truc. L'armée turque, c'est une armée de l'OTAN hyper puissante qui s'en prend à des pays épuisés par des guerres. Alors, viens pas faire le fier à bras, Galatasaray, là, comme tu te fais appeler. Tu te rends compte que tu as un pays qui se dit musulman, qui attaque des pays arabes pour le compte de l'ONU et le compte d'Israël, qui les attaque avec sa grosse armée, alors que c'est des petits pays avec des petites armées, et que l'armée syrienne, elle est épuisée, et malgré ça, elle vous a démonté à Idlib. Et viens pas me raconter. Comment est-ce que vous pouvez critiquer BFM et vous me ramenez vos commentaires de vos télés d'État pourris? Putain, c'est pas vrai, les mecs, dès que c'est leur pays d'origine, c'est tout bien, c'est tout bien, on a le droit. Non, voilà, comment est-ce qu'on peut critiquer Israël ou la politique coloniale de Sarkozy et non pas des Français, hein, de Merkel et non pas des Allemands? Voilà, comment on peut critiquer, pas critiquer la politique coloniale d'un type qui est lié aux frères musulmans idéologiquement et qui travaille qui travaille pour les USA? Je suis en train de me demander même si ils n'ont pas essayé d'appâter Poutine un petit peu avec ce leurre. Parce qu'il a toujours été soutenu par Israël et par les USA. Et vous venez en Galatasaray, ils viennent dire oui, l'armée syrienne elle vous a mis une branlée. Et tu sais comment on gagne une guerre ou pas? Voilà, alors s'il te plaît, tes commentaires de kebab, là, de beauf de kebab, tu te les gardes, c'est tout. La guerre, c'est l'objectif, tu as atteint ton objectif ou pas. L'armée syrienne a récupéré du terrain, elle va en récupérer. Elle n'a quasiment pas d'armement, elle a perdu, certes, pendant 3 jours, elle a perdu parce que les Russes aussi, c'est. Voilà, mais elle a combattu et elle a fait du dégât et elle a fait reculer les Turcs. Tu fais le beau devant les Syriens et devant les Russes ou les Américains, tu t'écrases. Ou les Israéliens, tu t'écrases. C'est l'attitude même d'un beauf, fort avec les faibles et faible avec les forts. C'est ce que le reproche que je fais à Erdogan, que je ne mélange ni aux pro-Erdogan avec qui on peut discuter, ils l'ont démontré par leur tenue et leur courtoisie, ni avec l'ensemble des Turcs. Hein. La Turquie, c'est pas qu'Erdogan. Je vous rappelle que tu as la moitié de la Turquie qui se pose des questions, et même chez les pro-Erdogan, ils sont en train de se dire, attends, qu'est-ce qu'il fait là? Parce qu'on n'est pas menacé. Quand je vois Erdogan dire qu'il ira peut-être au Yémen, tu vas faire quoi au Yémen? Erdogan qui veut s'emparer des lieux saints, Erdogan, il fait la guerre aux Arabes. Alors où je te parle. Donc Galatasaray et les deux trois exceptions qui venaient là pour me dire oui, Erdogan a défoncé l'armée syrienne. Oui. Non, mais en fait, Erdogan, c'est un type de 25 ans qui va aller faire le beau devant un collège et qui veut taper des collégiens. Et quand tu as un autre adulte qui vient lui mettre une fessée, laisse-moi, on va se battre. Bats-toi comme un homme. Ouais, mais tu parles à un gosse de 12 ans. Ça existe, hein, j'en ai vu des types comme ça. Tu sais, ils arrivent et ils essayent de t'agresser, t'as 14 ans et il a 50 ans. Le mec, bats-toi comme un homme.
Je vais Voilà, après quand t'appelles ton frère qui en a 22, bizarrement, le gars, il est plus là. Voilà. Mais c'est ça. C'est un péteux, ce mec. Moi, je n'aime pas Erdogan. Je le dis, voilà, si tu l'aimes bien, ok, mais il va faire du mal à la Turquie. C'est tout. C'est un type qui est là, c'est une grande gueule. Il s'est écrasé devant les Russes qui se casse de Libye et de Syrie. Et c'est valable pour tout le monde. Là. Je voulais juste répondre à un type qui me dit il faudrait que l'Algérie s'implique. Non mais réfléchis, t'es algérien, tu veux que l'Algérie s'implique dans ce merdier. Pourquoi l'Algérie va aller s'impliquer dans un merdier pareil qui va lui consommer son armée, qui va l'engluer comme l'armée française est engluée à Barkhane, qui va lui coûter des sous, qui va lui attirer des inimitiés pour aller réparer le bordel qu'a fait Sarkozy. L'Algérie, elle aimerait que toutes ces puissances-là, elles dégagent de ses frontières. C'est tout. Est-ce que tu aimerais avoir l'armée russe à Brest, toi ou à côté de Grenoble? Non. L'Algérie, comment tu peux... Oui, il faut que l'Algérie y aille. Pourquoi faire? Pour faire la puissance coloniale? La Libye doit régler son problème de manière politique. C'est à l'ONU, c'est des vraies institutions qu'il va falloir réformer maintenant. Hein, il est temps que l'ONU arrête d'être un gang avec cinq types qui décident. Hein. À un moment donné, voilà, il est là, il n'est pas avec des troupes étrangères. Les djihadistes, ils disparaîtront quand ceux qui les ramènent disparaîtront aussi. C'est tout. Et ils arrêteront leur micmac et qu'on arrête maintenant de faire semblant de ne pas voir que les djihadistes, c'est des proxys utiles à tout le monde, c'est des couteaux suisses. Voilà, il sert à tout, le mec. L'Algérie n'a pas à s'impliquer là-bas, l'Algérie n'a pas à faire sortir ses troupes de ses frontières, elle n'a ni à s'impliquer au Mali, ni à s'impliquer là. C'est un pays souverain qui ne viole pas la souveraineté des autres pays, même quand ils sont en faiblesse. Tu vas aller installer des troupes là-bas pour faire quoi? Alors, je suis contre la transformation de la Constitution pour pouvoir envoyer des troupes en opération extérieure. Il n'y a pas d'opération extérieure. Ou alors, si tu veux que j'envoie des troupes, j'ai envie de dire à Tebboune, écris-leur, là, Tebboune, là, le président, là, le nouveau président avec un nom rigolo, écris-leur, si tu veux que j'envoie mes troupes pour gérer la marche du monde, il faudrait que moi, je puisse intervenir dans cette marche du monde. Sinon, j'envoie pas mes troupes. Voilà, c'est tout. T'as pas envoyé tes soldats. Et voilà. Et beaucoup de militaires français aimeraient revenir au pays aussi. Ils en ont marre d'être là-bas, alors que t'as des mecs qui bouffent des Big Mac là, qui sont soi-disant être maliens ou tchadiens ou machin. Voilà, c'est tout. Désolé. Je suis franc et honnête, hein, il n'y a aucune méchanceté dans ce que je dis, mais il y a beaucoup de bon sens. Commentaire préapprouvé, tu mets ton commentaire, je le lis et ensuite je le fais passer. Donc il n'y a que toi qui le lis sur la page tant que je ne l'ai pas vu. En général, je fais passer une fois par jour. Première chose, commentaire préapprouvé. Les posts, je prends tous les posts, même toi Galatasaray, tant que tu m'insultes pas. Après, si tu sais pas discuter sans garder ton cap. Je te rappelle que Erdogan, c'est pas ton père, qui te donne pas d'argent de poche. T'as pas d'argent, il n'y a pas de membre de ta famille, que c'est pas une histoire, je veux dire, t'as aucune bille dans ces histoires. C'est ça les beaufs, les mecs qui sont hyper nationalistes alors que c'est pas eux qui grattent quoi. Erdogan, c'est lui qui gratte, c'est ses potes milliardaires qui grattent. Et dans tous les pays c'est pareil. Et dans tous les pays t'as des beaufs hyper nationalistes qui, alors que vous êtes méprisés par ces gens qui vous utilisent. Hein, la prospérité, c'est pas toi qui vas l'avoir. Donc à un moment donné, il faut aussi redescendre sur terre. Moi je parle d'Erdogan là, mais à peine j'ai coupé la vidéo, je m'en branle. Je vais pas l'insulter ou machin, je passe à autre chose, je passe à la vie réelle. Ah, mais il y en a, ils sont là, ils montent dans les tours sur des sujets, tu sais, le gars il s'est cru Premier ministre, tu vois. Voilà, puis si tu l'aimes tant, c'est pareil, si tu l'aimes tant, il évite de se calmer parce qu'il est en train de mener la Turquie à... Il est en train de la mener sur un chemin qui n'est pas un bon chemin, je pense. Et c'est dommage parce que la Turquie mérite pas ça, hein, je le dis encore une fois, hein, c'est un excellent pays, j'ai aucun souci avec la Turquie, comme je n'ai aucun souci avec tous les pays, hein, là j'ai eu un peu la dent dure contre l'armée malienne et contre le gouvernement malien. Bon, bah, si t'es malien, tu comprends que il n'y a pas de souci entre nous. Voilà, que j'ai le droit de critiquer. Parce que si, voilà, c'est pareil. Tu vois, et promis, je me tais après, on a tous le droit de venir critiquer la France et le gouvernement européen, mais dès que tu critiques le pays d'origine de l'arrière-grand-mère du type, là, le gars, c'est une déclaration de guerre. Non, moi, je critique tous les pays. Je critique l'Algérie, je critique la France, je critique le Japon, je critique tous les pays comme je veux, et j'en dis du bien si on doit en dire du bien, sans être le binaire là qu'on voit sur YouTube de service qui est tu pro Trump, tu pro machin, ouais. Putain, c'est. Ciao.